Voilà, je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de votre JT Lozère, un JT Lozère. Vous l'avez vu derrière moi, la neige commence vraiment à partir. Si vous allez sur les monts, que ce soit le mont Aigoual, le mont Lozère, si vous allez sur le Brac, pourquoi pas autour du lac de Charpal, vous aurez probablement l'occasion de faire encore de belles balades en raquette, à ski, comme vous voulez. Pourquoi pas de vous lancer des boules de neige ou de faire des jolis bonhommes de neige. Sans plus tarder, je vous invite à découvrir votre JT Lozère et on se retrouve à la fin. A tout de suite. Mercosur, DNC, Prédation, les agriculteurs maintiennent la pression. Si les actions de blocage situées sur l'autoroute A75 se sont interrompues en début d'année, ce n'est que provisoirement. En effet, les agriculteurs continuent leurs actions, mais plus ciblées et ponctuelles. Lundi 26 janvier, à l'appel des agriculteurs d'Occitanie, et ce malgré un arrêté interdisant la circulation des véhicules agricoles sur les routes aux abords de Toulouse, des agriculteurs lozériens de la CR48 se sont rendus en voiture dans la Ville Rose, où les manifestants ont tenté de se rendre à la préfecture notamment. Les paysans se sont retrouvés face à des forces de l'ordre intransigeantes. Simultanément, dans notre département, la CR48 et des agriculteurs indépendants se sont prêtés à des actions de contrôle des matières premières de deux fast-food mandois. Ces contrôles inopinés effectués par les agriculteurs ont permis de lever des incertitudes concernant la provenance de certains surgelés, dont la provenance justement des matières premières reste vague. Au bilan de la visite des deux établissements, des différences importantes selon les enseignes. Des origines parfois françaises, parfois européennes, voire même hors UE. Pour les agriculteurs, quand il y a transformation, on perd une traçabilité claire sur les ingrédients. Quand l'origine disparaît, le consommateur ne peut plus choisir en connaissance de cause et l'élevage français est mis en concurrence déloyale. Et ces derniers de souligner que préparer en France ne veut pas dire produit français. L'objectif était également de proposer aux dirigeants des fast-foods une charte d'utilisation exclusive des viandes respectant les normes imposées en France. Face au marasme actuel, le président du conseil départemental propose quant à lui un délibéré en ce sens. Le deuxième sujet, il est lié au Mercosur. Et donc nous, avec cette volonté au département là, de dire qu'on va afficher clairement, d'abord par un acte politique que je pose aujourd'hui, et aussi par une délibération qu'on va prendre lors d'un prochain conseil départemental, qu'on ne mettra jamais de viande issue de produits d'Amérique du Sud dans les assiettes de nos enfants dans les collèges lozériens. Le traité du Mercosur a connu un énième rebondissement ce mercredi 21 janvier. En effet, les eurodéputés ont voté en faveur d'une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne au sujet de l'accord du libre-échange. Cette décision pourrait retarder la validation du traité Parlement européen de près de 2 ans. Si en France, l'idée du Frexit n'est plus un tabou, les agriculteurs espèrent que les citoyens s'éveilleront et les rejoindront dans leurs actions et que les institutions prendront en compte leurs demandes tout en favorisant la souveraineté alimentaire française. Enedis inspecte les réseaux électriques en hélicoptère. En Lozère, Enedis a lancé son programme annuel d'inspection des lignes électriques en hélicoptère. La campagne de vol s'étalera jusqu'au début février. C'est une opération essentielle pour assurer la bonne qualité de la fourniture électrique aux clients. L'hélicoptère est un outil indispensable pour inspecter le réseau électrique de moyenne tension. Il améliore considérablement le rayon d'action comparativement à des moyens terrestres. Et sa présence dans le ciel ne passe pas inaperçue. Le bruit des pales qui le devance non plus. Il faut dire que les manœuvres sont spectaculaires. De la haute voltige, basse altitude, l'hélicoptère apparaît et disparaît aussi vite comme guidé par les lignes électriques situées à environ 10 mètres en dessous. Contrôlées par les airs, les lignes électriques de 20 000 volts, soit de la moyenne tension, demandent une grande dextérité au pilote de la société E-Liberté. Dans l'appareil, un navigateur donne le cap et assure la sécurité. Un observateur technique prend des photos géolocalisées des éventuelles anomalies constatées. Enfin, un système radar LIDAR implanté sous l'hélicoptère permet de prendre la distance entre la végétation et la ligne concernée, et ce afin d'aider Enedis dans le diagnostic des opérations à programmer. Donc ici on peut voir l'ordinateur qui va gérer le logiciel LIDAR. Donc le LIDAR qui est relié par un relais électrique, et le LIDAR qu'on peut voir ici. Donc il va scanner toutes les lignes et qui va permettre de voir toute la végétation, tous les arbres qui peuvent être
gênant sur la visite de ligne. Au programme de cette campagne annuelle, renouvelée chaque année au printemps, ce sont plus de 2500 km de lignes à inspecter. L'ensemble des lignes du département est visité à tour de rôle sur une période de 3 années. Dans les prochains jours, ce sont les lignes du secteur de Mende-Mont-Lozère, puis du Collet d'Ez-Cévennes, du Monastier-La Vallée du Lot et enfin de Saint-Chély jusqu'au Nord-Lozère qui seront survolés en un temps record pour repérer d'éventuelles zones d'usure. La présence de corps étrangers tels que des nids ou des branchages, des supports en mauvais état ou toute autre végétation trop proche des lignes. Une collecte d'informations importante qui permet donc à Enedis de réaliser un diagnostic précis de points de fragilité pour cibler ensuite les opérations de maintenance et d'élagage à entreprendre. Alors, pour moi, c'est très important parce que je ne suis pas qu'évêque de ceux qui sont chrétiens, mais quand on est envoyé comme évêque, on est envoyé auprès de tous. Donc l'importance de rencontrer tous et en particulier toutes les dimensions de la vie humaine, qui sont les dimensions économiques, associatives, familiales et politiques. Et donc c'est important pour moi de pouvoir rencontrer tous ces aspects de la vie locale. Et effectivement, je m'aperçois que ici, peut-être plus qu'ailleurs, l'évêque et l'Église représentent un élément important du paysage lozérien. Le 26 janvier, les rédactions lozériennes étaient conviées pour une rencontre informelle avec Monseigneur Jean Pelletier, nommé évêque du diocèse depuis le printemps dernier, ordonné en la cathédrale Notre-Dame et Saint-Privat de Mende en septembre 2025. Il a tenu à présenter ses vœux et à adresser un premier bilan riche de ses nombreuses rencontres dans notre département si atypique. Une tradition qu'il perpétue à l'image de son prédécesseur, Monseigneur Benoît Bertrand. Je suis très heureux d'être ici. Et je ne regrette absolument pas d'avoir répondu positivement à l'appel du pape et à cette nomination. Je découvre d'abord un pays magnifique. Je ne cesse de m'émerveiller quand je vais dans les différents lieux de Lozère et j'en connais pas encore tout le pourtour. Et donc, j'ai encore beaucoup de choses à découvrir. Et puis aussi les personnes que je rencontre et qui sont très heureux d'abord de me rencontrer, mais aussi de me partager un peu ce qui fait leur vie, leur espérance, parfois leurs difficultés aussi. L'évêque souhaite inscrire son action dans la continuité, renforcer son engagement auprès de tous les acteurs qui font vivre le département. Alors, je crois qu'il y a plusieurs attentes. Bien sûr, attendre d'être toujours accompagné par des prêtres. Et là, on voit un enjeu sur l'appel au ministère. J'ai entendu aussi des attentes de personnes qui arrivent de l'extérieur de Lozère et puis qui ont une autre façon de vivre la foi et qui sont en attente. Donc, comme évêque, je me dois d'écouter les uns et les autres et de pouvoir permettre aux uns et aux autres de trouver suffisamment de nourriture pour avancer et grandir dans la foi. Monseigneur Pelletier a aussi exprimé sa volonté de renforcer les liens entre l'Église catholique et les autres religions. Je crois qu'il y a un enjeu important de se connaître, parce que quand on ne se connaît pas, on a peur les uns des autres, et dans un monde qui a tendance à nous diviser, et puis certains peuvent utiliser aussi les religions pour les opposer et créer des tensions, des scissions. Nous avons en tout cas j'ai comme responsable de l'Église catholique à avoir des contacts avec nos frères protestants, mais aussi la communauté musulmane, pour qu'ensemble on puisse mieux se connaître, mieux s'estimer. Effectivement, on a envisagé des choses ensemble. Elle est un peu trop tôt pour le partager parce que on souhaiterait aussi que la communauté protestante, on n'a pas pris de contact encore particulier et je voudrais le faire dans les semaines qui viennent. Cet instant d'échange fut également l'occasion pour l'évêque de partager ses espoirs pour l'année à venir et porter ensemble les valeurs de solidarité et d'ouverture si précieuses à la Lozère. Alors, les mois à venir, parce que les années à venir, c'est encore trop tôt, mais les mois à venir, c'est de continuer à rencontrer, à connaître, à apprendre sur ce diocèse. Donc, ça passe
par la rencontre des acteurs, je continue, j'ai bientôt terminé de rencontrer les prêtres, les diacres, les laïcs qui ont des responsabilités, et puis rencontrer aussi les paroisses. J'ai commencé avec la paroisse de Mende, je vais continuer là avec Florac, avec Saint-Chély, Langogne et Marvejols. 2026 est l'année internationale des parcours et du pastoralisme. C'est également un enjeu pour l'entente interdépartementale Cossé-Cévennes. On va participer à cette année mondiale qui a été proposée en 2022 par l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, c'est pas rien, pour que 2026 soit l'année mondiale de l'agropastoralisme. Et donc la Lozère va être au cœur de tout ça et ça fait extrêmement plaisir. Et en même temps, c'est motivant et en même temps, c'est un vrai challenge pour nous de valoriser tout ce que nos agriculteurs, nos paysans font de mieux sur ce pays depuis des millénaires. C'est un enjeu très important pour nos territoires et on a un collectif qui est en train de se monter et dont l'objectif est de vraiment porter dans le débat public et d'en traduire en politique publique les enjeux liés à la pérennisation et à la facilitation de l'activité pastorale. Des systèmes pastoraux qui sont sur certains secteurs actifs depuis plusieurs millénaires et dont on est convaincu qu'ils apportent une partie de la solution pour l'avenir. En totale opposition avec la logique environnementale et économique du Mercosur, et à l'heure où les pratiques pastorales subissent des pressions multiples, les acteurs locaux souhaitent profiter de l'événement pour sensibiliser le grand public, renforcer l'attractivité des métiers pastoraux et positionner les Cossé-Cévennes comme modèle d'accompagnement dans la gestion durable. En 2026, UNESCO consacre donc l'année internationale des parcours et du pastoralisme, la IPP, une initiative mondiale visant à valoriser les pratiques pastorales, la gestion durable des espaces naturels et la préservation des savoir-faire ancestraux. Au cœur de cette dynamique, le territoire des Cossé-Cévennes, inscrit au patrimoine mondial pour son paysage culturel de l'agropastoralisme méditerranéen, il se distingue par une coopération interdépartementale exemplaire, regroupant les départements de l'Aveyron, du Gard, de l'Hérault et de la Lozère. Oui, c'est sûr que les Cossé-Cévennes ont été inscrits en 2011 sur la fameuse liste du patrimoine mondial, qui est quelque part la reconnaissance internationale la plus prestigieuse, et que on figure sur la même liste, ce territoire figure sur la même liste que les pyramides d'Égypte, que la Grande Barrière de Corail, que la Muraille de Chine ou que le Château de Versailles. Souvent, ce patrimoine, il est associé à une élite. On va avoir l'élite du clergé sur des cathédrales, la cathédrale Notre-Dame, la cathédrale de Chartres. On va avoir une élite politique sur des châteaux, sur des défenses militaires aussi. Et nous, en fait, on représente vraiment le patrimoine du quotidien. C'est celui des femmes et des hommes qui, depuis des millénaires, ont essayé de valoriser ces espaces qui sont quand même assez ingrats en termes de conditions climatiques, en termes de sol, et qui l'ont valorisé à travers ce pastoralisme et qui s'est associé à tout un patrimoine, qu'il soit bâti, comme tout le petit patrimoine du quotidien qui est dispersé partout dans l'espace, les jasses, les caselles, les drailles, mais aussi qui est immatériel, c'est-à-dire les traditions et les savoir-faire liés à cette culture agropastorale. Par exemple, l'art de bâtir en pierre sèche, la transhumance ou les savoir-faire des bergers et des bergères. C'est un ensemble d'éléments en fait, qui ont été reconnus au travers de cette inscription au patrimoine mondial il y a 15 ans. Une coopération nécessaire donc pour préserver les paysages et les traditions. Cette entente interdépartementale se traduit par la mise en place de comités de pilotage, la mutualisation des ressources et des expériences et l'organisation d'événements communs, et ce tout au long de l'année. L'objectif, maintenir la viabilité des exploitations, préserver la biodiversité, valoriser le rôle central des bergers dans l'aménagement du territoire. Donc, le pastoralisme, c'est un système d'élevage qui s'appuie sur le pâturage des ressources naturelles spontanées. C'est toutes ces ressources, des landes à buis par exemple, les pelouses sèches, etc. Toutes ces ressources que quand on les voit un petit peu de loin, on se dit tout ça c'est de la broussaille. Et bien en fait non, ce sont des territoires de parcours et ce sont des territoires pâturés par les troupeaux et valorisés grâce à l'action du pastoralisme qui permet de mettre en valeur ces territoires de ici moyenne montagne, mais souvent on alimente
l'image de haute montagne dans les Alpes ou dans les Pyrénées notamment. Et donc voilà, c'est une pratique millénaire. Sur l'éco-Cévennes, ça fait plus de 5000 ans que des troupeaux entretiennent le territoire, avec une pratique qui évolue bien sûr au fil des années et des siècles. Et une pratique qui a beaucoup d'aménités positives pour la société qu'on ne voit pas toujours. En plus de proposer des produits alimentaires de très grande qualité, reconnus par des labels, etc. C'est aussi une pratique qui permet de garder ces milieux ouverts, qui sont appréciés par les randonneurs, par les touristes et par les habitants aussi. Et beaucoup d'autres aménités, la défense contre les incendies, parce que justement les troupeaux viennent consommer cette ressource qui pourrait potentiellement être inflammable, et qui garde ces milieux ouverts et donc qui favorise l'accueil aussi d'une biodiversité extrêmement riche. On est sur le territoire du Parc national des Cévennes qui en atteste, qui est aussi un territoire en réserve de biosphère. Donc voilà, beaucoup d'aménités positives et qui permet aussi de garder une activité socio-économique sur un territoire très rural. Donc voilà, vraiment une activité essentielle au territoire et à la société dans son ensemble. Un focus de 12 mois pour agir autour des enjeux actuels et partage afin d'accroître la sensibilisation aux services rendus par les élevages pastoraux, tout en reconnaissant et en soutenant les moyens de subsistance, les droits et les valeurs culturelles des communautés pastorales. L'AIPP offre une occasion unique de fédérer les énergies et de transmettre aux générations futures l'importance du pastoralisme, garant de l'équilibre entre l'homme et la nature. Alors le parc est investi par définition, puisque c'est un parc national, certes, de protection de l'environnement, mais c'est un parc vivant dans lequel le pastoralisme a un rôle très important à jouer. Un rôle très important à jouer historiquement, parce que dès sa création en 1970, c'était un sujet phare du parc. C'est une partie forte de sa charte des territoires, partagée avec tous les acteurs. Et le pastoralisme, c'est vraiment quelque chose qui montre qu'on peut faire à la fois de la protection de l'environnement, mais avoir une activité. Les deux sont complémentaires, les deux fonctionnent ensemble et les deux permettent d'assurer une durabilité de l'action de l'homme sur le territoire. C'est-à-dire ne pas consommer plus que ce que le territoire redonne aux êtres vivants qui le composent. Et ça montre que cet équilibre, pas toujours très simple, pas toujours fragile, comme tous les équilibres, on arrive à le tenir et c'est ça la vocation du parc. Cette année particulièrement autour du pastoralisme, des hommes et des femmes qui le travaillent, qui le vivent au quotidien, mais aussi tous les usagers, le faire connaître, parce que même dans cette période un peu difficile pour le monde agricole, montrer les pratiques vertueuses, durables, qui fonctionnent avec une économie locale, un peu à l'opposé de ce qu'on voit au niveau des grands combats internationaux aujourd'hui sur les échanges. Ça montre que localement ça marche et qu'on peut durablement vivre sur un territoire ensemble. Donc ça permet de la biodiversité plus, parce que quand on a des milieux qui se ferment, quand on a des milieux qui se boisent, donc on perd de la biodiversité. Alors que là, en ayant des agriculteurs qui sont au plus près du terrain, qui sont installés depuis très longtemps, on a de la biodiversité qui se crée, qui se développe, qui se maintient. Et aussi avec le changement climatique maintenant, on peut lutter plus efficacement contre les feux de forêt. Un vrai enjeu sur le département de la Lozère, l'entièreté du département de la Lozère, encore plus le sud du département, parce que plus on aura des milieux qui vont se fermer, et plus on a des risques d'incendie qui peuvent se développer. Donc tout ça participe d'un écosystème qui est important sur le département de la Lozère. Ce qu'on cherche à promouvoir aussi à travers cette inscription, c'est des pratiques qui sont totalement ancrées dans l'économie de ce territoire, dans son écologie, quelque chose qui ne peut être délocalisé, qui tire parti des ressources spontanées, c'est-à-dire que les troupeaux valorisent pour tout ou partie de leur alimentation les ressources qu'elles vont trouver localement, ce qui nécessite vraiment une attention de tous les jours de la part de ceux qui les élèvent et qui les mènent pour qu'elles valorisent au mieux ces terres. Donc on est dans quelque chose de éminemment toujours vivant et ancré dans l'économie et l'écologie de ce territoire. On va travailler notamment dans les écoles, comme on le fait pour tous les thèmes du parc, mais tous les thèmes de l'année, on va les aborder par l'angle du pastoralisme. Une année donc pour célébrer, fédérer et plaider l'avenir des territoires pastoraux, une année riche d'événements culturels, festifs, scientifiques, où il sera possible de porter auprès de la population les enjeux du pastoralisme dans le débat public et de transmettre les connaissances. À travers l'année internationale des parcours et du pastoralisme, l'EcoC Cévennes démontre que l'entente interdépartementale
est la clé pour relever les défis de demain et plaider pour une définition éclairée des contours de la prochaine politique agricole commune. C'est en conjuguant les forces et les spécificités de chaque territoire que la pratique plurimillénaire du pastoralisme continuera de façonner les paysages et d'enrichir le patrimoine vivant du sud de la France. Bien entendu, oui. Quand les gens viennent me voir, quand je leur crée un bijou et qu'ils viennent me voir avec une émotion particulière, avec des larmes dans les yeux en me disant le bijou que tu m'as créé est magnifique, je peux avoir une petite part de celui que j'aime toujours sur moi. Pour moi, c'est une victoire, quoi. Je suis contente, quoi, de faire un petit peu de bien autour de moi, quoi, grâce à mes bijoux. Quand les souvenirs prennent la forme d'un bijou, rencontre avec le parcours inspirant de Stéphanie, elle est créatrice lozérienne d'émotions apportées. Pétillante et ultra sensible, Stéphanie s'est donnée pour mission de transformer le chagrin en lumière. Alors l'idée de créer des bijoux souvenirs, c'est suite au décès de ma petite chatte, Yamba. Et donc je me suis aperçue quelques mois après son décès qu'il était possible de réaliser des bijoux souvenirs et de garder une petite part de l'être aimé toujours sur soi. Ainsi est née l'idée de concevoir un bijou chargé d'amour, dans lequel quelques fragments de souvenirs sont délicatement mis en valeur. L'aventure Memoria Bijoux était lancée. Installée à Marvejols, Stéphanie fonde en février dernier la société Memoria Bijoux. Son ambition, proposer la création de pièces uniques, confectionnées à la main, intégrant des éléments physiques de souvenirs que l'on souhaite porter sur soi, tout près du cœur. Chaque étape de la fabrication est marquée par une attention minutieuse, reflet d'un savoir-faire artisanal authentique. Donc les clients passent commande directement sur le site internet memoriabijoux.com et de là, ils reçoivent un mail avec un bon de commande à l'intérieur et avec ce bon de commande, ils vont m'envoyer leurs fragments de souvenirs. Donc ça peut être des mèches de cheveux, des poils ou cendres animales, des fleurs séchées, des bouts de tissu, ça peut être tout un tas de choses en lien avec les animaux ou les humains. La nature environnante, le calme et la douceur de la campagne lozérienne sont pour elle une source constante d'inspiration. Chaque bijou, empreint d'élégance et de délicatesse, rend hommage à ceux que nous chérissons, qu'ils aient partagé un instant ou toute une vie à nos côtés. Sensible à la cause animale, proche de sa famille, passionnée par les petits trésors du quotidien, Stéphanie infuse dans chacune de ses créations les valeurs de bienveillance et de respect qui l'animent. D'ailleurs, j'aime beaucoup connaître l'histoire de mes clients quand ils m'envoient leurs petits morceaux de souvenirs. J'aime bien savoir à quoi j'ai affaire, quelle est l'histoire de la personne ou de l'animal pour lequel je crée le bijou. Donc ça m'aide énormément aussi, moi, quand je crée mon bijou. Et bien entendu, je manipule le fragment de souvenir avec le plus grand des respects, car je sais que c'est une chose vraiment précieuse qu'on me confie. Ce qui distingue la créatrice, c'est son écoute, sa délicatesse, sa précision, sa recherche constante de perfection. En effet, forte d'une expérience dans les secteurs des appareils médicaux, cette jeune chef d'entreprise lozérienne a su transformer ses compétences techniques et son sens du détail en une collection de bijoux unique pour que chacun puisse trouver un écrin à son histoire. La première mèche de cheveux d'un bébé, par exemple, je la récupère et je la mets dans un petit bijou. Oui, bien entendu, c'est pas que lié au décès, bien entendu. La commercialisation s'effectue essentiellement via le site internet memoriabijoux.com, mais aussi lors d'expositions locales. Alors je suis sur TikTok, Instagram et Facebook. Et donc je crée des vidéos sur Memoria Bijoux, je montre un peu mes créations. Elle accorde une grande importance à la transparence et à la qualité. Elle met en avant le choix des matériaux nobles et résistants. Plusieurs finitions sont proposées, accessibles dès une cinquantaine d'euros, et ce afin que le souvenir devienne un bijou intemporel, à la fois précieux et surtout personnel. J'essaie un peu de me démarquer par rapport à mes concurrentes en proposant des bijoux très fins. Des bijoux un peu dans l'élégance et dans le raffinement. Si Yamba, tendrement surnommé Diou, reste à jamais gravé dans le cœur de la créatrice, l'aventure Memoria Bijoux est aujourd'hui un hommage universel à tous les êtres chers. Parce que chaque fragment de souvenir est spécifique, est spécial et unique. Et donc à chaque fois, je dois m'adapter et faire un bijou unique, justement. Donc oui, je m'adapte au poil ou à la couleur du poil, à la texture aussi, qui est différente d'un animal à un autre ou d'un humain à un autre. Et donc à chaque fois, il faut que je réinvente à chaque bijou. Et on sent une certaine énergie ?
Ah oui, complètement, oui. Tout à fait. Stéphanie façonne ainsi bien plus que de simples accessoires. Elle offre à travers ses créations de véritables symboles intimes, conçus pour accompagner la vie, adoucir l'absence et sublimer les souvenirs. Un écrin d'amour porté chaque jour près de soi, comme une promesse de ne jamais oublier. Et ensuite, dans un avenir plus ou moins proche, si Memoria Bijoux fonctionne, j'aimerais bien essayer d'élargir ma gamme et de proposer encore des choses nouvelles petit à petit. Mais ça, on verra un peu avec le temps. Pour le moment, je débute, donc on y va petit à petit. Le talent du photographe Benoît Collomb, combiné à l'impulsion d'Anthony, le directeur du cinéma Trianon demande. Ils ont initié ensemble et conduit au succès du film Lozère entre ciel et terre. Il a été vu à ce jour par des dizaines de milliers de spectateurs. Fort de ce succès, le cinéma Trianon de la ville-préfecture propose à tous les amoureux de la Lozère une soirée projection inédite avec au programme 3 œuvres en présence de leurs réalisateurs respectifs. Pierre-Louis Rac pour le doc Lozère, Manuel Gardès avec son titre Viens et Benoît Collomb, le réalisateur du film Lozère entre ciel et terre. Le rendez-vous est programmé le vendredi 20 février à 20h. Réservation plus que recommandée. Voilà, nous arrivons déjà au terme de cette édition de votre JT Lozère. Décidément, les Lozériens ont vraiment beaucoup de talent. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouverai le jeudi 12 février ailleurs en Lozère. Bientôt, les élections municipales sur la chaîne KWZ TV Lozère. On va vous proposer des débats avec certaines grandes villes lozériennes. Rien que pour parler de Mende, les candidats ont tous accepté de participer à un débat. On vous en parlera bientôt. On vous donnera d'ailleurs les dates. N'hésitez pas à contacter la rédaction, l'adresse qui s'affiche ci-dessous, rédaction@kwztv-lozère.fr. On se retrouve très vite. Passez une très très belle soirée. Je vous dis à bientôt. Cinq, quatre,